Alors, je voudrais déjà commencer par remercier l'association Calais la Sociale qui nous ont permis de nous rencontrer, d'organiser ces états généraux du boulot et qu'on soit différentes composantes du mouvement social de Calais à pouvoir montrer une convergence des luttes, à pouvoir faire dialoguer ces différents mouvements et vous rappeler également que cet événement a eu un coût, que vous savez aussi que le nerf de la guerre pour endurer la durée des luttes, c'est l'argent. Et donc, je vous invite à ne pas oublier à participer à la tombola en versant 2 euros pour gagner éventuellement 2 livres du coin librairie qui est là-bas, ou éventuellement de faire tout simplement un don pour l'association, histoire d'amortir un petit peu l'événement. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je vais présenter les intervenantes de la table ronde. Il m'a été demandé en tant qu'historien de faire un petit laïus sur la notion du temps dans les mobilisations ouvrières, dans les mobilisations sociales en général. Donc, je vais essayer de ne pas être très très long pour qu'on puisse avoir un maximum de temps pour échanger. Je sais qu'il y a certaines intervenantes qui ont même préparé un petit laïus aussi sur la question de l'endurance, la question de tenir dans une longue durée. Donc, je vais essayer d'être bref, mais de vous donner quelques éléments sur finalement qu'est-ce qu'on peut dire au regard de l'histoire contemporaine sur les circonstances qui sont de plus en plus compliquées pour le mouvement social et qu'est-ce que ça peut provoquer sur la durée des mobilisations et comment est-ce qu'elles répondent à ces obstacles, comment est-ce qu'elles essayent de les dépasser et puis comment des fois elles les dépassent pas, ou en fait du coup ça provoque une démobilisation qui est un facteur qu'il faut pas sous-estimer. Donc les intervenantes, je commence par Séverine Vasseur, qu'on a entendu tout à l'heure pour l'entretien. Alors tu es secrétaire CGT de la section du centre hospitalier du syndicat du centre hospitalier de Calais, c'est ça? Tu mènes actuellement, mais il me semble que c'est gagné, il me semble, c'est-à-dire une lutte contre la suppression des temps partiels à l'hôpital. Ça c'est gagné. Ça c'est gagné, mais la lutte continue. Ça c'est gagné. Ce qui est pas gagné, c'est du fait de la dette de l'hôpital. On va avoir forcément des contrats à durée déterminée qui vont prendre fin ces jours-ci et qui ne seront pas renouvelés. Et ça malheureusement, on n'a pas de levier pour pouvoir gagner cette bataille pour l'instant. La fin de ces contrats à durée déterminée, en fait, les agents titulaires de la fonction publique vont le payer parce qu'on va devoir revenir sur nos repos. Je fais fit. Et du coup, forcément, il y aura forcément un impact sur les soins que l'on va prodiguer aux patients parce que forcément, on passera moins de temps auprès d'eux. Évidemment. Donc, une lutte, on va dire, récente sur la question des suppressions et du budget, mais une lutte sur le long terme pour les questions de salaire, les questions de dignité des personnels, les questions d'accès aux soins, etc. Et ça, on va y revenir évidemment après. Et c'est une lutte que Séverine porte de longue date et efficacement, comme l'actualité l'a montré. Deuxième personne que je présente, c'est Sophie Agneret, qui est membre du collectif des femmes licenciées de l'entreprise Prysmian Draca Calais. Qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, un collectif intéressant à suivre pour la question du temps long, la question de l'endurance dans les luttes, et ça on va en dire quelque chose. Donc ce collectif s'est créé en novembre 2024 suite aux annonces de la fermeture des licenciements 2023, suite à l'annonce des licenciements à l'entreprise Prysmian Draca Calais, et un collectif de femmes de licenciés s'est constitué, ce qui est une forme tout à fait originale de mobilisation, qui est pas totalement nouvelle dans l'histoire, dans le temps long des mobilisations ouvrières. On a déjà vu des collectifs de femmes, d'épouses, d'ouvriers, etc. se mobiliser, mais il y a deux choses qui me paraissent être particulièrement nouvelles dans votre approche. C'est l'indépendance par rapport aux organisations syndicales et politiques, première chose. Et deuxième chose, c'est le fait que ça intervienne par rapport à la question des licenciements et de la fermeture. Voilà. Et donc dans une forme d'urgence, et qui est venu déjouer une forme de fatalité, un sentiment de fatalité, et c'est justement tout l'objectif qu'il fallait dépasser. Donc voilà pour Sophie Agneret. De toute façon, je sais que tu as prévu de nous faire un petit laïus sur l'endurance, donc je termine juste le tour de table et ensuite on refait le point. Ensuite, j'ai Ilona du collectif Human Rights Observers, c'est bien ça, qui est un collectif d'observation et de dénonciation
de l'action policière à la frontière franco-britannique, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc tout un travail de documentation, un travail d'analyse des pratiques policières dans une zone qui est évidemment sous tension par rapport à la question de la migration. Donc il s'agit de documenter, d'instruire et j'imagine, de mettre au courant la population sur les droits de ces individus et les violences policières. Les violences policières contre les personnalités migrantes. Ok. Et puis pour terminer, je termine avec... on n'a pas eu le temps de se voir juste avant, donc ton prénom c'est Alix, qui est membre du collectif Sans Papier et qui nous parlera de la lutte pour la reconnaissance et la régularisation des travailleurs sans papier. Donc voilà, la composition de la table ronde a bougé jusqu'au dernier moment. Donc on est enfin réunis, voilà. Donc je vous propose d'abord d'applaudir les participantes de cette table ronde. Et donc pour ma part, je vais commencer par juste dire quelques mots sur cette commande qui m'a été faite, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire de parler de la question, de revenir sur la question du temps dans les luttes sociales. Et ce que je voulais dire, c'est que géographiquement, dans le Pas-de-Calais, on voit à quel point la question du temps est absolument fondamentale dans les luttes. Et la première lutte qui me vient à l'esprit dans cette question du temps, c'est la lutte des compagnons Emmaüs, qui s'est inscrite dans la durée sur plus d'1 an, même je crois que c'est plus d'1 an, et surtout qui a pu, à travers cette longue période, développer des modalités d'action absolument originales et surtout à multiplier les formes d'action, comme par exemple l'occupation, la manifestation, la grève, qui se cumulent avec une guérilla juridique pour faire reconnaître aussi le statut des différentes personnes. Et donc, cette grève, ce mouvement me paraît absolument intéressant par rapport à la question du temps dans les mobilisations. Donc le tout dans un conflit qui concerne des travailleurs migrants, des populations qu'on qualifie d'invisibles parmi les invisibles, tant aux yeux de l'État, mais aussi aux yeux parfois des organisations politiques, voire syndicales, et donc qui nécessitent de tenir dans la distance pour sensibiliser la population, l'opinion publique et l'État sur la condition de ces travailleurs. Et dans des circonstances similaires, je pense aussi à la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis à Batignolles, à Paris, qui a duré sur plus de presque 2 ans, entre 2019 et 2021, avec une grève qui cumulait aussi différentes formes d'action, de manifestations, d'occupation, voire même de contacts un peu plus rapprochés, on va dire, avec la direction pour faire entendre leurs revendications, et qui avait cette triple originalité d'être une lutte de femmes, d'ouvrières et de personnes noires, et donc qui arrivait à dépasser ces différents obstacles et à s'inscrire dans la durée pour gagner, c'est-à-dire pour à la fin obtenir les différentes revendications. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que certes, ces luttes forcent l'admiration évidemment des personnes, mais dans le fond, on est nombreux à se demander, face à la telle adversité que ces luttes rencontrent, que ce soit en termes de répression, que ce soit en termes de manque de soutien dans la classe politique ou même tout simplement au sein de la population qui est confrontée elle aussi à d'autres problématiques sociales et qui les empêchent parfois de pouvoir soutenir, de se joindre dans une forme de convergence des luttes. Donc on a en droit de se demander cette fameuse question: pourquoi continuer encore, qui est le titre de notre journée des États généraux du boulot, quand on sait que des millions de Français manifestent contre une réforme, la réforme des retraites par exemple, qui est rejetée par 70% de la population, qui n'est pas votée en situation plénière à l'Assemblée nationale et qui passe quand même, on est en droit de se demander pourquoi continuer encore. Voilà. Donc c'est un petit peu pour poser la problématique de la journée et pour montrer que si ces luttes finalement paraissent si courageuses à nos yeux, c'est qu'elles interviennent dans un contexte généralisé, une atmosphère de défaite des classes populaires, telle on serait susceptible de le constater. En tout cas, c'est le constat qui est dressé par la plupart des commentateurs. Un esprit de défaite, un climat d'échec.
et qui est loin d'être nouveau, j'ai envie de le rappeler en tant qu'historien aussi, puisque dès les années 70, finalement, avec le premier choc pétrolier, se développe en France ce que les historiens ont appelé une conscience de crise, ce qui n'est pas un concept très difficile à comprendre, c'est-à-dire qu'avec le premier choc pétrolier, avec la récession industrielle, on était déjà sur une forme de lamentation perpétuelle sur le fait du déclin de l'activité industrielle et du déclin de l'activité économique en général. Donc le sentiment de crise, il n'est pas nouveau, il y a eu d'autres crises dans le XXe siècle, d'autres crises très très importantes. Mais j'aimerais reprendre quand même, pour le temps plus récent, les termes d'un historien qui parle des années 80 comme un moment de tournant dans ce sentiment d'échec des années 80 qui qualifie être des années de cauchemar. Il a écrit un livre qui s'appelle François Cusset, qui a écrit un livre donc qui s'appelle Le cauchemar des années 80. Alors pourquoi est-ce qu'il parle de cauchemar? Puisqu'il montre que c'est les années avec la chute du mur de Berlin, avec le déclin des organisations ouvrières, le déclin du marxisme, l'idée d'un libéralisme triomphant. Alors, je rentre pas dans les débats pour qualifier ce que c'est ou non le néolibéralisme, etc. Mais en gros, un libéralisme de plus en plus agressif, de plus en plus autoritaire, qui revendique de plus en plus une forme de monopole sur la pensée et qui s'affirme. Et donc, il relève, la façon dont ce libéralisme s'est imposé au détriment du marxisme et des organisations ouvrières. Et c'est pour ça que se diffuse à cette époque l'idée d'une sorte de fin de l'histoire qui pourrait dire, étant donné qu'on n'a plus de monde bipolaire, que le marxisme s'est effondré, que le libéralisme désormais est le modèle hégémonique, il n'y a plus de possibilité de résistance et le marché, avec sa fameuse main invisible, bien sûr, va arriver à résoudre la conflictualité humaine, va arriver à résoudre toutes les formes de pauvreté, d'inégalité. Et vous conviendrez avec moi que c'est effectivement absolument ce qui se passe. On nage dans le bonheur économique actuellement, les conflits n'ont plus du tout lieu, et le développement est fulgurant. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que dans ce contexte de défaite du monde ouvrier, mais de joie dans celui du libéralisme et des élites économiques, je montre par exemple dans mon travail sur la désindustrialisation comme il y a un vrai enthousiasme du côté des élites économiques dans les années 80 sur l'idée de et là je reprends le titre d'un livre d'un haut fonctionnaire de l'époque français qui parlait du rêve d'une France sans usine. Voilà. Le rêve d'une France où on aurait finalement localisé uniquement les fonctions d'innovation, de recherche et de développement, et où on délocaliserait évidemment, et tant mieux, ces services de production qui finalement sont représentatifs d'un autre monde, d'une autre époque, et qu'on relèguerait finalement dans d'autres pays avec une main-d'œuvre en développement qu'on pourrait sous-payer, et ce qui n'est finalement pas le sens du progrès et de cette fin de l'histoire qu'on aurait cherché à imposer à ce moment-là. Donc, dans ce climat de défaite des classes populaires et de joie des élites économiques, il y a l'idée que, à ce moment-là, le tournant constitue, s'impose dans le fait que la classe ouvrière, le peuple, plutôt que d'être une cause à défendre, est devenu un problème à résoudre pour les élites économiques. Voilà, il n'a plus été défendu de cette façon. Et cette expression, je la reprends à une sociologue, Annie Kollowald, qui a étudié justement cette désaffiliation progressive des ouvriers, de la classe ouvrière, des catégories populaires, d'avec les partis de gauche, par exemple les syndicats, puisqu'on connaît à cette époque une très forte désyndicalisation et une très forte désindustrialisation. Dans ce cadre, les personnes qui souhaitent résister, les personnes qui souhaitent s'opposer à cet ordre du monde, à ce nouvel ordre du monde, ne peuvent que, puisqu'on est dès lors dans une monoconfiguration libérale, ne peuvent que quelque part être relégués en dehors d'un cercle de la raison, et donc leur pensée être totalement disqualifiée, considérée comme anti-économique, comme archaïque, étant donné qu'elle s'inscrit en faux par rapport à ça. Je dirais que ce discours a évidemment pas du tout disparu et pas du tout décliné complètement. Donc, la réalité de ce que les chercheurs observent face à ce climat qui est souvent désigné comme un climat de démoralisation, d'échec, c'est l'idée, et il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent au mouvement social, aux conflictualités contemporaines, et qui s'aperçoivent finalement que derrière cette ambiance décliniste, on observe, oui, une baisse du nombre de grèves, oui, une baisse du nombre de manifestations, mais pas une baisse de la conflictualité. Il faut rappeler que le nombre de grèves, de manifestations n'est pas le seul indicateur pour mesurer la conflictualité dans un territoire. Point.
Et cette conflictualité, elle est présente dans la société, elle se renforce par les inégalités qui se développent, et elle est très très loin d'avoir disparu. Donc la conflictualité existe, et il s'agit juste d'aller la documenter, la chercher, que les historiens, les sociologues, les chercheurs s'intéressent, mais aussi les militants syndicaux, à cette question, et documentent le phénomène. Et je dirais que le phénomène des Gilets jaunes, si on devait en citer qu'un, est extrêmement révélateur de la façon dont certains mouvements viennent frontalement déjouer ce récit d'un échec généralisé. Et d'ailleurs, ce mouvement des Gilets jaunes est particulièrement intéressant sur la question de la temporalité, puisque c'est à la fois un mouvement qui est extrêmement long. On sait qu'aujourd'hui, le samedi, il y a encore des gilets jaunes qui manifestent. Il y a aussi des personnes qui portent le gilet jaune à l'étranger en hommage à cette lutte. Mais c'est aussi un mouvement qui a été un feu de paille, c'est-à-dire qui a été vraiment intense sur quelques semaines et qui a fait face à un certain nombre d'obstacles, notamment la répression de l'État face à la dangerosité, enfin ce que l'État considérait comme être un mouvement dangereux pour sa continuité. Donc c'est un mouvement qui est extrêmement emblématique. Donc je vais juste terminer en rappelant que oui, les obstacles néanmoins évidemment se sont multipliés par rapport aux classes populaires dans leur lutte et qu'on a observé une forme d'asymétrie, c'est-à-dire de différence en fait dans le rapport de force entre d'un côté les chefs d'entreprise, d'un côté le patronat, d'un côté l'État et de l'autre côté les classes populaires. Il y a une asymétrie des rapports de force évidemment, mais que paradoxalement, c'est le deuxième constat que je voulais délivrer, paradoxalement, les chercheurs observent que face à cette adversité qui est toujours plus importante, paradoxalement, les luttes ont tendance à s'allonger temporellement, puisqu'on parle de la question d'endurer. La durée des luttes, on observe statistiquement que ces luttes, elles ont tendance, justement face à l'adversité, à durer plus longtemps. Et ça, je trouve que c'est vraiment un constat qui est très intéressant et qu'on va essayer de creuser ensemble. Donc, par rapport au nombre de conflits et par rapport à la multiplication des conflits, il y a un historien qui s'appelle Michel Pigenet, qui est spécialiste d'histoire sociale française et du travail, qui rappelait que en France, la spécificité n'est pas le nombre de grèves, comme on l'entend parfois, mais c'est la spécificité française dans la contestation, c'est plutôt la faculté pour les organisations syndicales à parvenir à organiser des mouvements interprofessionnels. Voilà, des mouvements qui arrivent à faire converger un certain nombre de professions et qui arrivent à mettre en place des mobilisations comme on a vu par exemple pour la réforme des retraites, c'est-à-dire des mouvements très importants avec un grand nombre de personnes dans la rue. Ça, c'est une des spécificités françaises. Et ça m'a fait penser à ta lutte, Séverine, dans le sens où la mobilisation de Séverine doit faire face contre la suppression des postes à temps partiel, a dû rassembler au sein de son service des professions très différentes, j'imagine, enfin des kinés, enfin des infirmières, des ASH, des ergothérapeutes, je crois, des médecins, enfin voilà, toutes des personnels administratifs, toutes sortes de personnels très différents. Et en même temps, face à cette nécessité de la convergence, il y a aussi la nécessité de se tourner vers l'opinion publique, puisque étant donné que cette asymétrie pousse à devoir endurer plus longtemps la durée des luttes, ça veut dire qu'on doit recourir à de l'aide extérieure. Donc le fait de se tourner vers l'opinion publique, ça vient rajouter une mission pour les personnes qui se mettent en mouvement, qui est pas négligeable. Et donc là, j'ai pensé à toutes tes interventions dans la radio, dans les médias, il y en a un paquet où tu prends la parole et où c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc voilà, double enjeu de mobilisation. Et je dirais que finalement, ta mobilisation, elle est assez intéressante sur la façon dont, face à la perspective de la perte de l'emploi, alors c'est aussi valable dans l'industrie, face à la perspective de la perte, du sentiment de perte, se réaffirme la question de l'attachement au travail. Voilà, je trouvais qu'il ressort en tout cas dans vos deux luttes, dans vos deux mouvements, de l'attachement au travail. Et d'ailleurs, Séverine, tu disais que travailler à l'hôpital est un choix, un véritable choix. Autrement, on irait travailler ailleurs. C'est quelque chose que tu as pu dire pour montrer cet attachement au travail. Et ça m'a fait penser à la lutte des travailleurs sociaux. Alors, je sais qu'il y a des travailleurs sociaux dans l'assistance, dans le public, peut-être qu'ils pourront poser des questions tout à l'heure, mais ça m'a fait penser à cette lutte des travailleurs sociaux du département du Nord, actuellement, qui luttent contre la suppression, ou en tout cas contre la baisse des moyens, je crois, dans l'aide sociale à l'enfance et dans les services sociaux, et qui ont été reçus par le président du département du Nord, qui leur a dit « si vous n'êtes pas content, allez travailler ailleurs ». Bon, je commenterai pas cette affirmation, au-delà du fait que, évidemment,
elle témoigne d'un énorme mépris par rapport aux travailleurs qui reçoivent cette affirmation. Mais j'ai trouvé que ce mouvement de colère là du président et qui affirme aller travailler ailleurs, cette déclaration, c'est emblématique d'un nouveau problème qui se pose pour les personnes qui se mobilisent, c'est-à-dire la question du chantage à l'emploi. La question du chantage à l'emploi, et c'est peut-être quelque chose où le comité sans papier pourra éventuellement témoigner, je sais pas, dans l'idée que face à la pénurie de l'emploi, c'est, écoutez, soit vous acceptez les conditions telles qu'elles vous sont présentées, soit vous allez voir ailleurs, et puis il y a 1000 personnes qui peuvent attendre derrière vous, et il y a cette question du chantage à l'emploi. C'est ça que ça veut dire de balancer à la figure des personnes, si vous n'êtes pas content, allez travailler ailleurs. Bon. Mais pour terminer, ce que je voulais simplement dire, c'est rappeler évidemment en tant qu'historien que cette question de l'adversité, de la durée, des obstacles, elle n'est pas nouvelle. Dans le mouvement syndical, dans le mouvement ouvrier, elle n'est pas du tout nouvelle. Et on a souvent une vision extrêmement mythifiée des luttes du passé. Je pense par exemple à certaines expressions qui sont restées dans la mémoire collective par rapport à des mouvements. Par exemple, pour le Front populaire, on parlait des grèves de la joie. Pour mai 68, mai-juin 68, on parlait de l'imagination au pouvoir. Michel Perrault avait une très belle expression, qui est une historienne des grèves et du monde ouvrier de manière générale et des femmes, avait une très belle expression pour qualifier le mouvement ouvrier. Elle parlait de l'échappée belle. Voilà. Donc derrière ces beaux termes qui sont, effectivement emblématiques de l'histoire du mouvement ouvrier, de la force des ouvriers à résister à travers leurs organisations, Xavier Vignat, qui est un autre historien du monde ouvrier, qui a écrit d'ailleurs un papier pendant la réforme des retraites qui s'appelle « Comment tenir une grève longue ?» pendant la réforme des retraites dans le monde diplomatique, montre que s'il y a bien une constante qui caractérise le monde ouvrier ou les salariés au XXe siècle qui entrent dans la lutte, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire que l'entrée dans la lutte, et ça je pense que c'est quelque chose que peut-être vous partagez toutes, c'est d'entrer dans une situation de conflictualité et une vraie prise de danger pour les personnes qui s'y livrent, pour les personnes qui se mettent en mouvement. Et on pense par exemple, au XXe siècle, il y avait aussi évidemment le chantage à l'emploi qui existait déjà, le risque de licenciement, le risque de la répression, le risque de l'arrestation, le risque aujourd'hui d'exposition médiatique, le risque pour les femmes d'être encore plus exposées que les hommes par rapport aux stéréotypes machistes et ce qu'elles peuvent recevoir comme propos quand elles se mobilisent parce que leur action est profondément subversive, transgressive aux yeux des hommes quand elles se mobilisent évidemment plus que les hommes, c'est plus transgressif que les hommes. Et puis bien sûr la question des sacrifices personnels, que ce soit ce qui repose sur le couple, ce qui repose sur les personnes qui se mettent en mouvement et le risque qu'elles prennent sur leur entourage. Avec, ça peut aller jusqu'à la dépression, la tentative de suicide, voire la mort. Le suicide, on sait que cette question existe évidemment dans les mobilisations. Donc, et puis tous les éléments qui visaient pour le monde ouvrier et travailleur à essayer de contourner ces obstacles et pour rester dans la mobilisation dans la durée, comme les caisses de secours de mutuelles, les cantines de grévistes qui existaient dans les années au début du XXe siècle, les soupes communistes, tout ça a existé. Ou dans le Pas-de-Calais, par exemple, quand pendant la grève de 63, les mineurs ont confié leurs enfants dans des familles qui pouvaient les accepter pour se décharger financièrement, ou quand les mineurs du Pas-de-Calais ont eux aussi accepté des enfants pendant la grève contre Thatcher, des mineurs britanniques, en 84-85, ils ont accueilli des enfants pour décharger les grévistes du coût de la famille. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que ces tentatives ne sont pas nouvelles. Donc pour terminer, je dirais que la conflictualité donc ne peut pas se mesurer uniquement avec des indicateurs quantitatifs. Il faut prendre le temps de faire ce que le sociologue du travail Michel Pialou a dit dans son dernier ouvrage très magnifique sur les ouvriers de l'automobile, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de documenter, prendre le temps d'instruire. Toi, je sais que tu fais un travail de documentation, d'instruction qui doit se rapprocher quelque part aussi des enseignants, de ce qu'on fait, de ce qu'on peut faire en recherche. Je sais pas, tu nous diras. Mais de prendre le temps d'écouter pour sauver les catégories populaires de ce que l'historien britannique du monde ouvrier a qualifié de l'immense condescendance de la postérité. Documenter, faire cette histoire, c'est une façon de faire exister ces catégories populaires et de veiller à ce qu'elles aient une présence, y compris dans notre société du temps présent. Donc vive les luttes longues et vive les résistantes de cette table ronde. Merci beaucoup. Voilà, j'ai terminé mon petit laïus. Et donc la première question que j'avais envie de vous poser,
c'est comment est-ce que vos mouvements, vos luttes ont quelque chose à voir avec le temps, et qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce rapport entre le temps et les mobilisations que vous avez pu mener? Est-ce qu'elles vous ont pesé en termes d'inscription dans le temps ou pas? Ou est-ce que ça a été quelque chose de très vif, de très ponctuel? Enfin, je sais pas. Je pense que les différentes configurations peuvent se croiser. Voilà, donc c'est pour simplement lancer. Je sais pas qui veut éventuellement commencer. C'était sur la lutte la plus récente. Alors nous, on est en lutte depuis tellement d'années. On est en lutte pour défendre le service public hospitalier déjà. On est en lutte pour nos conditions de travail depuis tellement longtemps. On est en grève illimitée depuis avant la crise Covid, et on n'a jamais levé notre préavis de grève parce que nos conditions de travail ne sont pas comme on aimerait les avoir. Le préavis de grève du 20 mars, c'était vraiment un préavis de grève spécifique à des problèmes particuliers. Oui, ça, c'est dur, hein, parce que en fait, je suis pas au syndicat à temps plein. Hein, je travaille encore dans le service de néonat. Hein, c'est un service quand même assez physiquement et psychologiquement difficile. Et à côté, il y a le syndicat, et le syndicat, oui, ça a une part très importante dans la vie personnelle. Hein, c'est quelque chose que l'on vit tous les jours, jour et nuit, parce que la nuit, on pense à ce qu'on va faire le lendemain au syndicat, à comment on va contrer la direction, et ça, c'est un travail à temps plein. Alors parfois, on entend des agents de l'hôpital qui nous disent « mais qu'est-ce que vous faites au syndicat ?» Bah, je leur dis toujours « on fait rien ». Alors là, cette victoire du 20 mars, ça a quand même réveillé certains esprits. Ils ont dit « ah ouais, quand même, merci ». Ça fait toujours plaisir, parce que, comme je disais, on n'a pas gagné beaucoup de victoires. On n'a pas eu beaucoup de victoires, mais cette petite victoire, ça rallume la flamme, et ça nous donne envie de poursuivre, de continuer. Et puis on se dit, on n'a pas fait ça pour rien, quoi. C'est clair. Même si on a perdu, même si on perd aujourd'hui, on gagnera plus tard. Et je pense qu'il faut continuer de lutter. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Et parce qu'on est quand même dans une société qui va tout faire pour nous empêcher d'avancer et de lutter. Personnellement, si je voulais quitter la région et travailler dans un autre hôpital, je suis sûre que je serais prise nulle part. J'ai pas le choix de rester au centre hospitalier de Calais. Jamais ils vont embaucher la secrétaire générale d'un syndicat dans leur hôpital. Ils vont se tirer une balle dans le pied. Donc forcément, ils vont pas le faire. Donc forcément, je suis peut-être condamnée à rester à l'hôpital de Calais, mais je pense que tout ce que j'ai fait, ce sera pas pour rien. Et puis il faut transmettre aussi. Transmettre aux jeunes qui seront là, il faut leur transmettre le flambeau et leur dire qu'il faut aussi continuer de lutter. C'est ce que je fais aussi avec mes enfants. C'est pas toujours facile, parce même s'ils ont toujours vu lutter toute notre vie, et les grands-parents aussi, ils n'ont pas du tout la même pensée que nous, et il faut continuer à leur inculquer aussi cette notion de lutte. Donc oui, la lutte, elle s'éternise, et puis elle est là, elle est présente jusqu'à la fin de nos jours. Hein. La lutte, je sais plus qui disait que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Voilà, c'est-à-dire la lutte comme à l'échelle de l'existence, quoi. Je voulais juste demander à Ilona sur le fait de toi qui appartiens. Alors, je sais pas quand est-ce qu'elle a été créée. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu déjà la structure? Tiens. Et du coup, Human Rights Observer, ça existe depuis 2017. Et du coup, au début, c'était un projet qui était interassociatif, qui était sous l'auberge des migrants. Et ensuite, en 2023, c'est devenu une association indépendante. Et donc, du coup, on est présent à Calais et aussi à Grande-Synthe depuis 2017. Voilà. Ok. Et donc le fait que vous soyez un mouvement plutôt jeune, enfin c'est-à-dire plutôt récent, est-ce que tu penses que ça a des problématiques un peu spéciales sur le fait de se mobiliser, sur le fait d'arriver à... Parce que c'est quand même une question qui s'est affirmée tardivement, cette question de la documentation, de l'observation. Comment est-ce que tu vois, toi, le fait de, comme un avantage ou comme un inconvénient, le fait d'être un mouvement jeune, récent?
Bah, il y a le côté où c'est un mouvement qui est récent, mais qui a vraiment pris forme de manière récente. Mais déjà, auparavant, il y avait des personnes qui prenaient des vidéos de ce que pouvait faire la police pendant des expulsions. Et donc, il y a quand même c'est une lutte qui dure depuis bien plus longtemps que 2017. Mais c'est vraiment à partir de 2017 que ça a pris forme et qu'il y a des gens qui se sont rassemblés pour que ça devienne un véritable projet et qu'ensuite ça devienne une association indépendante. Ok. Et je voulais demander, du coup, pour Alix, étant donné que la question des travailleurs sans papier est une question, ben, en fait, est un mouvement quasiment qui caractérise toute la seconde moitié enfin, en tout cas, une bonne partie de la seconde moitié du XXe siècle. C'est un mouvement long. Comment est-ce qu'on tient dans la durée par rapport à ces revendications quand on est face à un mouvement qui peut être éventuellement invisibilisé, réprimé, et qui a cette caractéristique avec le fait d'être tout le temps sous la menace de l'expulsion, etc. Enfin, comment est-ce qu'on tient dans le temps long face à ces revendications? Comment on tient? D'abord l'espoir. Mm. Il y a l'espoir qu'on met en avant et aussi il y a l'unité. Il y a l'unité, c'est dire que ensemble on peut faire des grandes choses, ensemble on peut réussir. C'est être sur la même longueur d'onde et de croire que si on continue à lutter, quelque chose se fera. Et surtout, lorsqu'on se dit que on n'a pas aussi tellement le choix, surtout lorsqu'on veut faire bouger les choses, lorsqu'on veut faire changer les choses, on se dit c'est en luttant qu'on obtient nos plus belles victoires, que on est sûr que rien ne sera obtenu si l'on ne lutte pas. Donc on se met ensemble, on écoute, on comprend, on prend le conseil, on regarde, on essaye de faire peut-être pas comme, mais tendre vers et se dire que il faut qu'on continue malgré la difficulté, malgré les répressions, malgré toutes les péripéties qu'on peut avoir. C'est se dire qu'il ne faut pas qu'on lâche les bras. Déjà, il y a un objectif à atteindre, c'est être régularisé déjà. Derrière, regarder toutes les menaces qu'il y a, se dire que si on lâche, qu'adviendra, surtout dans notre situation où on avait des enfants avec nous, on avait des femmes malades et tout ce qu'il y avait autour. On avait, je peux dire quoi, on avait été privés même de nourriture. Pendant la période hivernale, on n'avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'eau chaude. À un moment donné, nous nous sommes retrouvés sans électricité. Donc, tous ces faits-là, nous nous sommes dit, on va continuer à lutter, malgré qu'on a toutes ces répressions-là. Au fur et à mesure que, je peux dire quoi, qu'on nous supprimait quelque chose, nous, derrière, ça nous donnait la force de continuer. On se disait, ok, aujourd'hui, si on n'a pas de chauffage, c'est pas grave. Si on n'a pas d'électricité, d'ailleurs, j'ai des vidéos où, à un moment donné, on allait mettre le feu dans la cour pour cuisiner. On se disait, il faut qu'on continue. Donc, moi, je veux dire que c'est l'unité, c'est la force et le caractère d'avancer ensemble. Merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement intéressant et important. Alors pour Sophie, c'est une lutte que je connais un peu mieux, mais en fait, tu avais prévu de nous dire 2-3 choses sur la question de l'endurance. Parce qu'effectivement, juste pour t'introduire peut-être, et après je te laisse parler, c'est juste que j'ai regardé en mémoire ce que tu nous avais dit quand vous étiez venu, hein, le collectif des femmes des ouvriers de Prysmian, des salariés de Prysmian. Tu avais dit que on sous-estime ce que c'est que l'annonce du licenciement et de ce que ça peut représenter comme brique qu'on se prend sur la tête, comme parpaing même qu'on se prend sur la tête, et de à quel point il faut encaisser, voilà, encaisser cette nouvelle, encaisser cette réalité nouvelle. Et du coup, ce que je voulais te demander, pour que tu nous témoignes un petit peu de ce que tu avais prévu de nous dire, c'est comment est-ce que face à un temps qui se réduit complètement, quand même, j'ai eu l'impression en regardant le film notamment, c'est-à-dire de la perspective de la fermeture, qui s'accélère, et avec la direction qui dit là on négocie, mais c'est eux qui ont la main pour finalement donner, qui ont la main sur la temporalité qui reste. Comment est-ce qu'on déjoue, comment est-ce qu'on dépasse un peu cette question, tu vois, de la temporalité qui se restreint, qui devient hyper étriquée,
et qui assomme, on le voit dans le film, parce que voilà, je vous l'ai pas dit, mais il y a un film qui s'appelle Nos Hommes, qui a été réalisé par Pierre Muys et Valentin Deporter, qui sont les deux cofondateurs de Quelle est la sociale, film absolument magnifique, que je vous invite à voir, et qui donc fait le récit de la constitution du collectif des femmes, des salariés de Pressy-en-Calais, et on voit donc cette mobilisation. Et voilà, je me demandais comment on déjoue ce temps nouveau. Alors, on le déjoue avec une chose essentielle, c'est la stratégie. La stratégie, du début à la fin, il faut être stratégique tout le temps, tout le temps. Il faut faire des plans sur la comète, il faut réajuster. Et puis, on va au gré du vent, au gré des actualités politiques, au gré des envies aussi du collectif, parce qu'on est 27 au total. Et puis au gré du vent, j'ai envie de dire. C'est un peu ça. J'avais écrit quelque chose pour mes sœurs de collectif, puisque moi, je les représente. Donc, pour faire une petite conclusion sur l'endurance. Alors, on m'a demandé si je pouvais parler de l'endurance de la lutte. Alors, nous, on lutte depuis presque 2 ans, chaque jour. Tout en humilité, voilà ce qu'on en conclut. L'endurance de la lutte, c'est avant tout des femmes et des hommes debout. Debout. C'est avant tout des femmes et des hommes qui ne lâchent pas. C'est surtout des femmes et des hommes qui, malgré l'usure, malgré les murs dressés face à eux, persistent. L'endurance, c'est le cœur battant de nos luttes. Et cette endurance, c'est ce que le système sous-estime le plus. Si nous sommes là aujourd'hui, tous, toutes aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas faits de silence et nous ne sommes pas faits de soumission. Nous sommes faits de courage. Nous sommes faits d'envie et de temps long. Lutter, ce n'est pas seulement se lever un jour, c'est pouvoir tenir tous les jours. C'est marcher sans voir l'issue, c'est parler quand tout le monde se tait, et c'est revenir, même quand on nous dit que tout est fini. Nos hommes ont été licenciés comme tant d'autres, au nom de la rentabilité, du profit, au nom de cette logique glaciale qui sacrifie l'humain à l'autel des dividendes. L'endurance de la lutte, ce n'est pas une qualité annexe, c'est une stratégie de survie. Dans un monde qui voudrait nous épuiser pour mieux nous faire taire, tenir devient un acte révolutionnaire. Alors aujourd'hui, à ce forum social et humain, je vous invite, nous vous invitons à regarder autrement ces combats, tous ces combats. Je vous invite, nous vous invitons à ne plus parler de petites luttes sociales, c'est désobligeant, mais de grandes résistances humaines, à soutenir non pas seulement au début, quand c'est médiatisé, mais aussi après, quand c'est long, quand c'est dur et quand on doute. De notre côté, nous avons appris à puiser notre force dans la sororité, entre nous, entre femmes, et dans la solitude du monde qui nous entoure aussi, mais aussi et surtout dans la certitude que rien ne changera sans nous. Alors oui, la lutte est longue, elle est épuisante, mais elle est juste. Et c'est cela qui la rend invincible. Merci à tous. Bravo, merci. C'est un très très beau texte, merci beaucoup. Et merci, je salue les femmes du collectif qui sont présentes aujourd'hui et qui ont participé à la rédaction de ce petit mot. Je voulais juste continuer à partir de ce que vous venez toutes de dire. Finalement, il y a quelque chose qui ressort, c'est la stratégie. Exactement ce que tu viens de dire. On a l'impression que
quelque part, la lutte qui serait idéale, ce serait une lutte qui serait fulgurante, qui permettrait d'obtenir tout de suite satisfaction. Alors des fois, s'il n'y a pas de mode d'emploi, des fois ça arrive quand même, mais souvent on sait que, et c'est ce qu'on disait au début, il y a des obstacles, voilà, qui sont pas les mêmes qu'avant et qui ont un poids énorme sur la stratégie. Donc la question que je voulais demander, c'est au regard de vos luttes respectives, qu'est-ce que vous déployez comme stratégie concrète, quoi, dans l'organisation pour essayer de dépasser cet obstacle du temps, qui est quand même un obstacle récurrent, quoi, dans les mobilisations. Voilà, c'est ça que je me demandais. Alors, dans l'ordre que vous voulez, comment on s'organise, ouais, Alix? Comment on s'organise? Je peux dire que au début de la grève, on n'avait pas une organisation bien définie. Ouais. L'organisation, elle est arrivée au fil du temps. Hmm. Parce que, comme elle a dit, comme les autres aussi l'ont dit, la lutte, elle est longue et elle est très épuisante. Et du coup, marcher sans stratégie dans une lutte, c'est marcher à l'aveugle. Donc, au fur et à mesure que les jours s'égrenaient, il fallait qu'on trouve des astuces, des moyens pour pouvoir avancer et pouvoir s'accrocher. Donc, il a fallu qu'on mette des moyens. Il y avait des moments de contestation, par exemple sur le terrain, vu que lorsque nous manifestions sur notre piquet de grève, on avait ce sentiment-là de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Et vu le temps qui s'égrenait chaque jour, vu les conditions de vie et de santé d'entre nous aussi qui se dégradaient, il fallait que là, on réfléchisse à comment mettre un coup, s'il fallait dire ça ainsi, pour attirer l'attention, pour attirer les regards, pour aussi tomber sur une oreille attentive. Donc, il y a eu les actions qui ont commencé. D'abord, on a commencé par taper du tambour fort, très très fort, pour réveiller le voisinage, se dire qu'il y a des gens en face de vous, à 0 mètre de vous, qui crient chaque jour, qui pleurent. Il n'est pas question que vous restez aussi sourds face à nos cris. Et vu que ça commençait à porter ses fruits, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on continue dans cette stratégie-là. Et à un moment, lorsqu'on a vu que ça stagnait, il fallait encore réfléchir à d'autres stratégies pour que la lutte prenne non plus cette ampleur ou de stagnation, de juste une ou deux, trois personnes. Il fallait qu'on se fasse entendre plus loin, plus haut. Donc voilà, on a élaboré des petits plans d'action qui après sont devenus grands, qui font parler d'eux aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été une aventure vraiment très palpitante, des fois dangereuse, des fois sanglante aussi, parce que la nuit du 23 novembre, ça on ne peut pas l'oublier, où on a dû aller au front avec la police, bien que nous étions dans notre condition de sans-papiers et qu'il y a eu aussi cet arrêté préfectoral qui devrait fermer les lieux. Donc du jour au lendemain, on se retrouvait, non seulement nous sommes sans papier, sans alimentation, sans eau, sans électricité, et qu'on devait se retrouver aussi sans abri. Donc, c'était la totale pour nous. Nous nous sommes dit, et là, il fallait qu'on mette quelque chose en place pour que les choses bougent, pour que quelque chose se fasse. Donc, on a mis sur le terrain cette stratégie de manifestation. On a marché dans les rues de Saint-André, puisque ça s'est passé à Saint-André-les-Lilles. On a commencé à marcher, taper du tambour dans nos rues à Lille, à Saint-André. Et ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Lorsqu'on rentrait, il y avait cette peur-là. Il y avait cette peur-là de se dire qu'adviendra demain. Est-ce qu'on est sûr qu'en allant dormir, on va se réveiller en toute liberté, on va se réveiller en toute tranquillité? Et il fallait qu'on tienne. Vous savez, lorsque vous êtes cette personne-là qui est mise en avant et que derrière vous, vous avez plus d'une vingtaine de personnes qui comptent sur vous, il y a un poids. On a un poids, on a une charge, on a une surcharge. À des moments, des fois, j'arrivais pas à dormir.
parce qu'il fallait réfléchir. Tu as tes frères, tes camarades qui te posent la question, Alix, ça va terminer quand? Et que tu n'as pas la réponse à la question, pour ne pas mettre ton frère dans une situation de tristesse, des fois, je suis obligée de dire, ça ira. On va s'en sortir, ça va finir. Je ne sais pas quand, mais je suis sûre que ça va finir. Donc, il y avait aussi cette stratégie-là qu'il fallait mettre sur le terrain. Il y avait cette stratégie-là qu'il fallait aussi avoir avec les siens pour qu'ils ne se découragent pas, pour qu'on soit toujours soudés, qu'on soit toujours liés. Et il y avait aussi, je mettais aussi en avant une stratégie de me mettre devant. Parce que si moi je me mettais devant, je sais que les autres derrière ne lâcheront pas. Parce que j'avais compris que beaucoup d'entre nous se reposaient sur moi. Et je m'étais interdite d'être faible, en fait. Je m'étais interdite de pleurer. J'allais pleurer chez moi, j'allais pleurer même dans ma salle de bain pour que mes fils ne me voient pas pleurer. Et même quand ils me posaient la question, maman, ça va finir quand? Je dis, ça va finir. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller à l'école, vous revenez. Il y avait des stratégies à tout et pour tout. Partout où j'allais, même lorsque il fallait aller dans les rues, il fallait savoir comment marcher, parce que déjà ta condition, ta situation de sans-papier, elle est mal vue. En France, c'est comme si être sans-papier, c'était une maladie. Et au niveau des autorités aussi, il fallait savoir comment même entamer une discussion, des négociations, le temps qu'il fallait avoir, la manière qu'il fallait le faire, c'était c'était des trucs, si je peux me permettre de parler ainsi, c'était des trucs que chaque jour, il fallait que je cherche comment faire. Il fallait que je sache comment étudier la situation, comment me comporter sur le terrain, même face aux intercations à la mairie centrale chez Martine Aubry. On a manifesté, on est allé au front avec la police. Il n'était pas question de reculer, surtout pour moi et les autres. Donc, il y avait toutes ces actions-là sur le terrain qu'on a mis en place pour pouvoir faire bouger les choses, pour qu'aujourd'hui, nous soyons tous autant que nous sommes régularisés, que nous ayons aujourd'hui chez nous, que voilà, aujourd'hui, j'ai pu terminer une formation. Donc, c'était long, mais il fallait qu'on mette cela en place. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est l'ambivalence du temps, Ouais. qu'on retrouve aussi dans l'histoire des mobilisations, c'est-à-dire à la fois le temps comme obstacle, et puis pour Prismian par exemple, on voit que le temps des fois joue en défaveur des salariés, c'est-à-dire qu'on perd de la faculté à négocier, on perd de la faculté à pouvoir encore agir concrètement sur la situation, mais, et ce que tu dis c'est super intéressant, c'est-à-dire en même temps le temps comme qui vient alimenter l'action, le temps qui vient percuter la temporalité de base qui était prévue, qui était celle d'un conflit court, éventuellement pour des salariés en grève, etc., mais qui vient obliger à développer des stratégies, des actions, et qui vient alimenter la mobilité de ce qu'on appelle le répertoire d'action en histoire. C'est un concept fondé par un historien qui s'appelle Charles Tilly. Voilà, de voir comment les formes de l'action, elles peuvent être aussi façonnées par le temps, justement. Et que ça s'auto-alimente avec le temps qui avance. Oui, au fur et à mesure que, voilà, comme je l'ai dit, au fur et à mesure que le temps coulait, il fallait adapter quelque chose. Donc, non seulement il a été un facteur positif, comme il a été un facteur négatif. Surtout quand l'on ne sait pas, lorsqu'on n'a pas une visibilité nette, une visibilité claire devant soi, on se dit, ça va finir quand? On sait lorsque ça a commencé, mais on ne sait pas quand ça va terminer. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, on l'a suspendu à 365 jours, la grève. On l'a suspendu. Aujourd'hui, nous sommes toujours en grève parce que elle a changé de forme. La grève, elle était beaucoup plus en action sur le terrain et autres, mais aujourd'hui, elle a changé de forme puisque nous sommes au niveau juridique. Donc, non seulement elle est là, elle perdure, mais elle a juste changé de forme. Et est-ce que vous, pour les autres mobilisations, est-ce que vous partagez aussi ce constat que le temps peut aussi être un allié dans les mobilisations, dans le sens où ça oblige à reconsidérer un peu les modalités d'action? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Enfin, s'il y en a qui veulent... Alors, il y a le temps. En fait, faut
faut toujours anticiper, enfin pas anticiper, mais non, la lutte c'était, enfin nous ce qu'on a fait, notre lutte pour nos temps partiels par rapport à ce que toi tu as vécu, moi je pense que c'est rien, quoi, tu vois, c'est formidable ce que tu fais, enfin voilà, je me dis on est en France et on voit encore ça, enfin ça me crève le cœur, tu vois, bravo. Mais, là pour la lutte pour les temps partiels, enfin, moi j'appelle ça, ouais voilà, on a gagné, mais c'est une petite bataille, voilà, mais quand on s'est rassemblé le 20 mars à 150 dans le hall de l'hôpital, qui nous a été interdit, elle nous avait interdit d'occuper le hall de l'hôpital. On a dit, bah c'est nous qui payons la dette de l'hôpital, donc l'hôpital nous appartient, hein. Donc on sera dans le hall. Donc on était dans le hall et ensuite on s'est rendu au bureau de la direction. Enfin bref. Et elle nous a dit, je vous recevrai le mardi suivant pour vous donner une réponse. Tout de suite, on a réengagé la lutte. Tout de suite, on a redéposé un préavis de grève. On a dit, il faut surtout pas lâcher la pression. Il faut pas laisser couler le temps. Il faut tout de suite réagir. Alors parfois, le temps peut paraître long, voilà, mais des fois, il faut réagir très vite et jouer avec le temps. En fait, on est obligé de jouer avec le temps. Et ça, du coup. C'est pour ça que dans la presse, on entend une grève éclair de la CGT de l'hôpital de Calais. Ouais, on a déposé un préavis de grève et le lendemain, on a levé le préavis de grève, mais il fallait tenir la pression. C'était ça. C'est grâce aussi à l'Assemblée qui était présente et qui a dit on lâche pas, on continue, on a besoin des autres. Hein. Quand le secrétaire ou le meneur de grève, il n'est pas seul, hein. Il est obligé d'être soutenu par les autres parce qu'autrement seul on peut absolument rien faire. Et c'est vrai que il y a la grève qui dure longtemps et puis il y a un temps très court pour réagir et ça se commande pas. Et ça c'est en fait quand on met une lutte, on n'a pas de mode d'emploi, quoi. On est tout le temps dans la réflexion. De savoir comment on va procéder. Alors on n'est pas seul, hein, forcément, on est entouré, mais on est avec nos camarades de lutte, mais ça c'est pas facile et c'est très très dur psychologiquement comme tu disais parce qu'on dort pas bien du tout. On est quand même épuisé et voilà. Mais je pense que Sophie j'ai vécu ça aussi quand ils ont fermé la sucrerie de Pont-d'Arc. Enfin, c'était le cas de mes parents. Ils ont annoncé ça le 24 décembre, hein, la fermeture de la sucrerie. C'était bien, juste avant Noël, comme ça plombait tout. Et ils sont quand même restés, comme vous, très longtemps au sein de l'entreprise sans travailler. Je l'ai vécu en tant qu'enfant d'ouvrier licencié. Et ça marque. Ça marque. Quand tu parlais, j'avais l'impression de revivre exactement ce que j'avais vu quand j'étais beaucoup plus jeune, quoi. Et forcément, ça rappelle des souvenirs. Ilona, est-ce que toi, tu as quelque chose à nous dire sur la spécificité finalement de la façon dont le temps, pour la documentation que vous faites, par exemple, pour la question de ces actions policières, est-ce qu'il y a une problématique temps j'imagine qu'il y en a forcément une, mais comment est-ce que tu la décrirais? En vrai, je pense que, c'est un peu, ça rejoint ce que tu disais aussi. Il y a différentes temporalités. Il y a, peut-être je peux contextualiser un peu avant, mais du coup à Calais, il y a des expulsions des lieux de vie des personnes exilées tous les 2 jours. Et en fait, nous, notre rôle, ça va être d'apporter un soutien en fait aux personnes exilées et de venir documenter, de venir filmer ce que fait la police. Parce qu'en fait, c'est des violences policières, c'est du harcèlement policier, de venir comme ça tous les 2 jours pour expulser les gens. Et donc, déjà, il y a ce truc de temps. On va pas réussir à faire stopper ces expulsions d'un coup. Et ça fait des années que c'est des expulsions qui continuent et qui ont tout le temps lieu. Et du coup, nous, on va agir dans le temps en documentant, en ayant une base de données qui est hyper riche, en fait, en prenant des informations comme combien de personnes sont expulsées, quelle est la base légale de cette expulsion, le nombre de tentes qui vont être saisies. Et en fait, toute cette base de données, ça va nous permettre derrière de vouloir agir notamment sur du juridique. Et on va essayer de mettre en place un contentieux pour mettre en avant en fait ce qui se passe, dénoncer ces expulsions-là devant un juge et de faire parler en fait par le juridique pour dénoncer ce qui se passe et dans un idéal faire stopper ces expulsions.
Et du coup, ça, c'est vraiment sur du temps qui est très long parce que c'est une collecte de données qui, du coup, date depuis 2017 et qui n'est pas encore finie et qui va continuer jusqu'à ce qu'on réussisse à mener cette action juridique. Et après, par rapport à tout ce qui est stratégie et du coup à un temps un peu plus court, enfin, on va tout le temps remettre en question notre manière de documenter, notre manière d'observer. Et on va beaucoup être entravé aussi par la police. On va prendre des contraventions, on se fait périmétrer super loin où la police va nous empêcher en fait de voir ce qui se passe, va nous empêcher de documenter. Et ça montre aussi que qu'on sert pas à rien parce qu'on dérange en fait. Et c'est toutes ces entraves là, ça montre que qu'on dérange qu'on dérange l'État, qu'on dérange la police. Et du coup, on remet en question tout le temps nos stratégies. On essaye quand on est sur le terrain. Il y a aussi une question du temps, dans le sens où on va essayer d'arriver avant la police sur certains lieux de vie pour pouvoir documenter et pour pas se faire périmétrer super loin de l'opération. Donc voilà, au niveau de la question du temps, il y a différents trucs qui rentrent en jeu. Évidemment. Alors, en ce qui nous concerne, pour le collectif, nous, on a dû adapter le temps. Enfin, on a dû s'adapter au temps. C'est-à-dire que le PSE, il y a un temps donné, un temps limité. Et il a fallu... alors, au départ, quand on a créé le collectif, voilà, on l'a créé, mais sur le pouce, en aucun cas, il était question que ça dure. On s'était dit, si ça fait le temps du PSE, ce sera déjà bien. Et puis les actions sont venues au fur et à mesure du temps, voilà, au fur et à mesure du PSE, en fonction des propositions de la direction qui étaient indécentes, complètement. Et puis là, par contre, on rentre dans une autre dimension temporelle qui nous échappe un peu, puisqu'on a de cette lutte est né des projets. Donc il y a le film forcément, et puis aussi une proposition de loi. Et donc là, le temps nous échappe complètement au niveau de la lutte. C'est-à-dire que cette proposition de loi qui est la nôtre a été envoyée, voilà, à des politiques qui sont intéressés et qui vont, eux, de leur côté, je pense, récolter la petite graine qu'on a semée. Mais quand? Ça, on ne sait pas. Et il y a quelque chose que tu disais dans le film, je crois, oui, c'est dans le film que tu le disais, que j'ai trouvé super intéressant, qui était que de toute façon, les délocalisations, on ne pourra pas les empêcher. Qu'il y a une compétitivité qui est totalement, si on reprend le terme de tout à l'heure, asymétrique, c'est-à-dire totalement inégale entre nous et les pays dans lesquels on délocalise. Mais ça me faisait penser quand même que justement dans l'histoire, on sait qu'il y a eu des moments ou que ce soit par exemple dans les années 70 avec je ne sais pas si vous connaissez ce conflit de l'usine LIP à Besançon, c'est-à-dire un moment où les ouvriers, face au mur des licenciements, face à l'annonce de, je ne sais plus si c'était 1000 licenciements ou quelque chose comme ça, ont décidé de reprendre le contrôle de la production, de relancer la production de montres, parce que c'était une usine horlogère, et ils ont relancé donc la production, et c'est-à-dire que là, le temps qui se rétrécissait, qui devenait complètement un horizon indépassable pour eux, a pu créer un mode d'action, qui s'ancre dans le temps long. C'est-à-dire que la reprise de la production, ça date pas des années 70 dans l'histoire, mais en tout cas mettre en place cette action-là pour déjouer le plan patronal. Et puis je pense aussi aux coopératives ouvrières, évidemment, dès le 19e siècle, qui visaient à, en gros, face à la crise économique, face à l'horizon qui se restreignait, l'idée de se mettre à l'abri de l'arbitraire patronal, de se mettre à l'abri de la domination, de la domination au travail, en créant leur organisation dans l'entreprise, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, ça, c'est devenu compliqué. Même si on pense aux Fralib, et c'est très intéressant, les Fralib, par exemple, cette entreprise, vous savez, qui se sont battus contre le géant de l'agroalimentaire Unilever, c'était une usine de production de thé, qui ont repris la production, qui ont réussi là pour le coup à faire une coopérative, et la marque qu'ils ont donnée à leur thé, c'est le nombre de jours de leur. Là, on voit que la question du temps, elle est signifiante au sens littéral du terme, quoi. C'est-à-dire que le nombre vient signifier l'identité de la production presque, en fait, à travers, en tout cas, de l'identité de leur lutte déjà. Et moi, ce que je voulais te demander, c'est
dans la question très particulière que toi tu as connue, qui est différent quand même des autres configurations des licenciements, c'est-à-dire de ce moment où on t'annonce que ça va disparaître et que il va falloir soit vous les femmes de salariés déménager, être forcées à la mobilité, gérer les finances parfois du foyer face à cette perte de salaire et tout. Est-ce que vous avez envisagé à certains moments pas forcément de reprendre la production, mais en gros, de dépasser ce mur, cette situation, autrement que dans le fait de se faire connaître ou dans le fait d'aller chercher, tu vois, de la visibilité médiatique, etc. Mais par exemple, je sais pas, par exemple, une contre-proposition sur, tu vois, d'aller chercher les solutions à ce niveau-là, quoi. Ça, je me demande. Il y a eu, oui, il y a eu, je me souviens tout au début, voilà, les hommes, les femmes, Prysmian, abordaient le sujet. Et si on reprenait l'usine? Et si? Et si. C'est pas possible. Clairement, c'était pas possible. On avait tourné le problème. Ça a fait 2 jours dans nos têtes. Ben oui. Parce que voilà, on était face à une multinationale. Il faut de l'argent. Il faut énormément d'argent. C'est comme j'entendais la Confédération paysanne tout à l'heure. Bon ben voilà, une ferme qui veut s'implanter, il faut des milliers, des millions d'euros. Bon ben là, c'est pareil. L'industrie française. Tu parlais tout à l'heure, Romain, du film où à un moment on parlait de contourner le problème. Ben oui, parce que sans être défaitiste et sans être pessimiste, parce que j'ai horreur de ça, il n'y a plus de France. On parle d'Europe, clairement, pour l'industrie, en tous les cas. On parle d'Europe. Donc la délocalisation maquillée, déguisée, vicieuse, depuis des années, on ne peut rien y faire. La main-d'œuvre, voilà, on sait ce que ça vaut ailleurs. L'exploitation dans des pays qui en ont besoin pour survivre, on sait ce que ça vaut ailleurs et on sait aussi le coût que ça vaut en France. Tout ça, c'est hors de contrôle, c'est hors de portée, clairement. Il y a un moment, faut dire les choses, je pense. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il faut contourner le problème, enfin on pense toutes qu'il faut contourner le problème au-delà de la délocalisation et puis à notre échelle à nous, en ce qui nous concerne, en tous les cas, revoir les termes d'un PSE pour des multinationales, pour des grosses boîtes qui s'enrichissent, parce qu'il faut savoir que nous, cette boîte sur Calais, elle a fermé à profit à hauteur de 5 400 000 € sur l'année 2023, hein, sans validation commissaire aux comptes, mais elle a fermé vraiment avec de gros profits. Et si, quand bien même elle avait fermé à perte, bon voilà, on se résigne, on se dit c'est comme ça. Il y a un moment, on est défaitiste, on se dit c'est la fatalité, c'est comme ça, et puis on va redémarrer ailleurs. Là, on ne pouvait pas l'accepter. C'était impossible. Impossible de savoir que des actionnaires avaient fermé sur un prévisionnel en plus, hein, basé sur 2029, hein, où il y avait une légère perte, si mes souvenirs sont bons, de 3%. Bon, quand on sait les millions qui se sont mis dans les poches sur nos hommes, sur nos enfants, notre famille, notre système de vie, c'était inacceptable. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'on va peut-être laisser la parole au public on va peut-être s'arrêter là pour notre discussion. On peut vous réapplaudir de nouveau, je pense. Et on est ravis de pouvoir prendre vos questions. Merci à toutes et puis merci pour l'animation, mais merci à toutes aussi pour vos témoignages. Vraiment, je trouve ça extrêmement puissant et motivant aussi. La question elle a déjà été posée pendant la table ronde, mais j'aimerais la reposer, je me permets, de manière très concrète. En fait, moi, ce que je trouve compliqué dans les luttes que l'on peut mener, c'est la durée et de fait aussi l'accoutumance ou la banalisation de situations d'injustice qui peuvent devenir complètement finalement banales et normalisées. Ça existe, je pense, dans les grèves, dans les luttes pour le droit du travail, mais c'est aussi très fort ici, évidemment, pour les luttes des personnes exilées. Et Ilona le disait, ça fait des années maintenant que toutes les 48 heures, les personnes exilées se font confisquer leur tente, expulsées, mais aussi qu'elles meurent à la frontière, etc. Et ce que je trouve dur, c'est que cet état de fait, en fait, finalement, voilà, fait partie du paysage. Ça a créé, voilà,
voilà, quelque chose, ça a normalisé la situation. Et comment recréer de la visibilité, comment recréer de l'indignation, comment recréer de la colère par rapport à ces situations qui se répètent. Et on essaye des choses, on essaye les manifestations, les communiqués de presse, il y a eu des grèves de la faim, des personnes exilées elles-mêmes se sont cousues la bouche, mais enfin évidemment, une fois qu'on a atteint ce niveau-là de mobilisation, par exemple la grève de la faim, et ça a été le cas aussi pour des travailleurs sans papier en Belgique, par exemple, qui ont fait des grèves de la faim, une fois qu'on a atteint ce summum, enfin quand on a engagé vraiment nos corps, comment on arrive à trouver la chose d'après pour lutter et potentiellement gagner si ça n'a pas fonctionné. Donc si la personne a la réponse, ce serait bien et nos luttes iraient mieux. Mais tout ça pour dire, en fait, moi, très concrètement, j'aimerais bien que vous disiez qu'est-ce que vous avez fait pour un peu, parce que vous avez parlé donc l'occupation du hall de l'hôpital. Dans le film Nos Hommes, on voit différentes choses que vous avez faites. Mais Madame Alix, vous avez parlé de faire du bruit, vous avez parlé des manifestations, mais je ne sais pas si vous pouvez redire un peu quelque chose que vous avez fait et dont pardon, excusez-moi, je suis beaucoup trop longue, et dont vous avez l'impression que c'était un peu quelque chose qui sortait peut-être des modes de lutte habituels, concrètement, ou en tout cas. Si, pardon, en plus c'est encore plus long. Peut-être si ça sortait pas je suis désolée, ça va se terminer. Le temps. Il y a une question à la fin. Une manière de lutter qui est sortie un peu des modes habituels ou qui vous a trouvé particulièrement puissante, voilà, ou que vous trouvez intéressante et qui pourrait peut-être être utilisée par d'autres. C'est clair ? Oui, c'est clair. C'est la première question. Il y a une deuxième question et après on va passer aux réponses. Oui, deuxième question. Non, la deuxième question, la réponse peut être intégrée à la réponse de la première question, donc c'est pratique. Oula, non, pourquoi faire simple ? Pour au moins 3 d'entre vous, pour Alix, Sophie et Séverine, je vois un profil qui se ressemble beaucoup avec des porte-paroles, avec des personnes, des femmes qui encaissent beaucoup, qui doivent porter des collectifs. Tu disais, Alix, que tu te cachais pour pleurer. Je sais que Sophie, tu dois prendre beaucoup aussi sur toi pour porter ce collectif. Comment vous faites, tu parlais de puissance dans ta question, pour conserver cette puissance, c'est justement sur la place de la joie dans la bagarre, dans ce moment qui est difficile, où vous devez encaisser des nouvelles très difficiles, des situations complexes. Quelle place pour la joie, et comment la joie, on parle de temps, permet d'accélérer le temps et de résister face à cet écoulement du temps. Moi, je voudrais rebondir sur le moment de joie. La question, enfin, je sais pas si c'était réellement une question en fait, mais ouais, c'était où on trouve des moments de joie, c'est ça ? La joie, est-ce que la joie, ça permet de tenir ? Bah, en fait, ça permet d'endurer mieux. Oui, ça permet d'endurer mieux ou un peu mieux. De toute façon, je le disais encore tout à l'heure, la vie, c'est des gifles et des caresses. On se souviendra à la fin du nombre de gifles, mais pas souvent des caresses. Donc, ce qui fait que quand on en a, il faut savoir les apprécier au moment où elles arrivent. Et les moments de joie deviennent source d'émerveillement, en fait, quand on lutte. Moi, je sais que je m'attarde maintenant beaucoup plus chaque jour à observer ma fille au quotidien, ses rires. J'ai une perception différente de ces rires. Il y a les rires d'avant, il y a les rires de maintenant. Voilà. Et c'est tous ces petits moments de joie qui font que, oui, effectivement, je pense que on les voit différemment. Je sais pas ce que tu en penses. Et surtout de savoir que lorsqu'on en lutte, les moments de joie, ils apparaissent difficilement. Ils apparaissent difficilement. C'est très éphémère, en fait. On a beaucoup plus en tête le besoin, le souci de lutter, de remporter la lutte. Donc, lorsque ces moments-là arrivent, des fois, ça ne peut durer qu'une minute ou une seconde et après, on ne s'en souvient plus. Donc, tu vois, je dirais par contre que c'est beaucoup plus la cohésion, c'est beaucoup plus le soutien qui fait que, voilà, on peut avoir ces moments-là, mais ils sont très rares, très, très rares. C'est surtout c'est être ensemble, en fait, avec tous les copains de lutte, quand on se retrouve ensemble et on se crée une famille, en fait, mine de rien. Et
là, on a un camarade qui est décédé la semaine dernière. Quelle journée, là? Samedi? Donc, il est décédé en début de semaine. Et du coup, on est dans la lutte et on pense qu'au bon moment qu'on a passé avec lui, mais toujours dans la lutte, quoi. Tu vois, c'est... non, c'est tous les liens que l'on crée, et ces liens, on les aura toute notre vie, en fait, en nous. Ça, c'est de la joie. Par contre, je vais pas dire ça, mais pour pouvoir combattre, il faut que toute la famille, pas seulement moi, mais mon conjoint, mes enfants, il faut qu'on soit tous... enfin, pas combatifs, mais il faut qu'on ait un soutien, faut qu'on ait l'acceptation de l'autre pour pouvoir combattre. Parce que si on se retrouve dans une famille où ils nous disent ouais, tu nous emmerdes avec ta lutte, c'est pas possible, on doit tous être ensemble. Autrement, on peut pas tenir, c'est impossible. Il faut un entourage familial et un entourage syndical fort pour pouvoir tenir dans la lutte. Après, ouais. Après, il y en a toujours quand même autour de nous, dans notre entourage, qui nous disent « tu nous emmerdes avec ta lutte hein, », clairement. Moi, j'en ai. Hein. J'ai des amis, de la famille. C'est fatigant, c'est usant aussi pour les autres, c'est usant pour nous, mais aussi pour les gens qui nous entourent, la lutte. Parce que tout le monde ne partage pas la même façon de voir les choses. Et on nous dit... alors moi, il y avait une phrase au début du PSE que je ne pouvais plus entendre et que je ne peux plus entendre. C'est... T'inquiète pas, ils vont rebondir. T'inquiète pas, ils vont rebondir. C'est pas des balles. Alors à chaque fois, je disais, nos maris, c'est pas des balles. La puissance des mots, ils vont pas rebondir. On peut pas parler d'un être humain comme on parle d'un objet. On rebondit pas quand on se prend un parpaing dans la tête comme ça, quand on se prend un licenciement comme ça. Et c'est vrai que il faut être bien entouré. Je suis entièrement d'accord avec Séverine. Il faut faire bloc, il faut faire unité, il faut que la famille, elle suive, enfin les principaux acteurs en tous les cas autour de nous, parce que sinon ça explose et parce que sinon ça ne dure pas. Ça ne peut pas durer. Un couple ne peut pas durer, on parle encore d'endurance, ne peut pas durer dans le temps s'il n'est pas raccord sur cette lutte. C'est pas possible. Ça explose. Juste, Ilona, ouais, tu voulais rajouter quelque chose sur la visibilisation de ces luttes dont il était question pour la première question. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ça? Et je voulais aussi dire, du coup, en réaction à ce que tu disais, enfin, c'est peut-être de manière un peu moins directe, mais c'est comme genre lutter contre l'institution policière, que ce soit à la frontière ou autre part. Quand on s'engage dans cette lutte, on s'y engage et on la quitte pas et on luttera jusqu'au bout. Et des fois c'est super dur parce que pareil dans les entourages, des fois les gens comprennent pas forcément pourquoi on lutte pour ça, pourquoi on continue. Mais en fait quand on commence à s'engager dans une lutte comme celle-ci, on peut juste plus fermer les yeux face à ça et on continue jusqu'au bout. Moi je voulais simplement, enfin on va passer aux autres questions, mais pour te répondre, il y a quelque chose de très important sur lequel tu as insisté, qui est la question du corps. Le temps met à l'épreuve les corps dans la lutte. Et en tout cas, pour ma part, à ma très modeste échelle sur les luttes de la désindustrialisation, c'est-à-dire les luttes contre les fermetures d'usines, le corps est mis à l'épreuve. Et il y a certaines actions qui sont en général très peu utilisées par les ouvriers, les ouvrières qui ont peur de la question de la violence, qui pourraient venir discréditer leur action et qui pourraient venir, en somme, tout foutre en l'air par rapport à l'opinion publique et donc, dans un rapport aussi défavorable, vous coûter dans les négociations. Et donc, par contre, quand il y a une escalade et que le temps se rapproche de plus en plus et que souvent la lutte a duré longtemps avant et que, en tout cas, d'après ce que j'ai pu observer, hein, c'est très conditionnel et très soumis, indexé sur mes terrains finalement, mais il y a quand même l'idée que le corps intervient comme ultime ressource. Alors le corps intervient tout le long de la lutte, mais il intervient vraiment comme modalité d'action quasiment et comme ultime ressource quand il y a l'épisode d'une séquestration, par exemple. C'est-à-dire quand il y a une montée en tension et que pour essayer de déjouer, de peser dans les ultimes moments de la négociation, on utilise son corps pour bloquer une entrée, pour empêcher de sortir les responsables, etc. Donc c'est une action qui embrasse l'illégalité,
mais en même temps, c'est aussi souvent, et souvent ils le disent, hein, les salariés et les anciens ouvriers ou ouvrières, que c'est quelque chose auquel ils recourent en dernière instance, parce qu'ils ont un attachement à leur travail, parce qu'ils veulent pas se mettre en porte-à-faux avec le patronat, qu'ils veulent obtenir des choses, mais en tout cas, le corps, particulièrement dans les luttes contre les fermetures, est mise à l'épreuve dans ces mouvements. Et ça, je trouve que c'est une des pistes en sciences sociales, en recherche, qu'on essaye de creuser, qui est très intéressante. Puis il y avait la question du genre, sur le fait, comment est-ce qu'on tient dans le temps long dans les luttes quand on est une femme. Bon, je ne sais pas si vous voulez répondre, mais peut-être qu'on va prendre d'autres questions. Mais j'aurais trouvé que c'était intéressant d'aborder évidemment cette question. Mais il y avait une question, 2 questions. Alors c'était peut-être plutôt une réponse qu'une question. C'était aussi pour compléter cette histoire d'unité face justement aux luttes pour aider au maximum les personnes exilées sur notre territoire. Juliette, quelque part, en est une actrice. On est les associations très soudées les unes envers les autres. Par exemple, ici aujourd'hui, je suis présente au nom de Calais Ploubelle. Calais Ploubelle, c'est effectivement un collectif. En fait, Calais Ploubelle, les principaux acteurs, l'équipe un petit peu organisatrice de ces ramassages de déchets tous les mois sur les camps, ce sont essentiellement des personnes qui viennent des diverses associations qui existent sur le Calaisis. Toutes les associations qui sont présentes à l'Auberge des Migrants. Donc en ça, l'Auberge des Migrants aussi, c'est le lieu fédérateur de toute cette unité d'associations. Et pour parler plus particulièrement du Secours catholique, où je suis bénévole, le Secours catholique, c'est aussi un lieu de réunion de toutes ces associations. Et c'est un lieu où chaque association peut venir trouver un endroit physique où dispenser ses actions. Par exemple, au niveau de la santé, l'accueil de jour étant ouvert 3 fois par semaine aux hommes, un peu plus souvent aux femmes. Les associations de santé sont à leur tour, à tour de rôle présentes pour la bobologie et orienter. Tu parlais tout à l'heure au niveau de l'hôpital de l'importance aussi de continuer à lutter aussi dans ce sens. À l'accueil de jour, et les associations qui œuvrent sur le Calaisis font ce qu'elles peuvent au niveau de la bobologie, mais orientent vers la passe toutes les personnes qui ont besoin de l'aide. Voilà. Et la joie aussi. Là dernièrement, je repense à quelque chose que Juliette et Lou Blaster ont organisé pour un peu sauvegarder cet endroit magique qu'est la mer. Récemment a été invité un groupe qui a joué bénévolement et a permis de rassembler un petit peu de dons, un petit peu de matérialité pour nous aider dans la lutte. Voilà. Merci. Il y avait une deuxième question. On va peut-être prendre 2-3 questions. Peut-être une question et après une dernière question. Ouais, ok. Pour aller dans le timing. En fait, on l'a déjà un petit peu posé. Moi, c'est la question du genre, puisque je m'en félicite, il y a beaucoup de femmes qui sont soit porte-parole, soit dans les collectifs, et il y en a de plus en plus. Je vois ici à Calais, dans les collectifs pour les aides aux personnes exilées, il y a de plus en plus de femmes. Et c'est aussi la lutte sur le temps long. Est-ce que le fait d'être femme, est-ce que dans notre histoire de femmes depuis tellement longtemps, on doit gérer tellement de choses à la fois, c'est vrai. Est-ce qu'on n'arrive plus? J'en sais rien. Enfin, je me pose plein de questions sur ça. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... voilà. Et j'ai envie de dire qu'on a d'autant plus envie de vous entendre à ce sujet qu'au niveau de l'histoire, la question de l'implication des femmes dans le mouvement ouvrier, dans les luttes, dans les mobilisations, a souvent été réduit à le fait de se serrer la ceinture et de gérer le budget des hommes en grève, justement, c'est-à-dire de recourir à tout type de stratagème pour assurer la continuité du foyer, pour survivre et tenir pendant la lutte, mais que cette question de l'implication des ouvrières, des femmes, des travailleuses est peut-être
des spécificités dans la façon de tenir. C'est un champ qui est pour le coup, évidemment qu'on a commencé à défricher en sciences sociales. Maintenant, c'est voilà, mais il reste encore du chemin. Donc on a d'autant plus envie de vous entendre. Alors, en ce qui concerne la charge mentale, oui, elle explose. Tôt ou tard, elle explose. On va pas se mentir. On n'est pas, ça n'existe pas des super-héros. Et mais ce qui nous anime dans notre lutte, parce que ça on l'a pas dit, je pense qu'elles seront d'accord avec moi, c'est aussi l'émotionnel. Il y a l'essence masculine et puis il y a la femme, voilà. Et nous, on est animés par l'émotionnel, on est animés par nos enfants, par nos maris. On a quelque chose de viscéral, de maternel et de protecteur qui, à la base, c'est le fondement de la femme, protège aussi ce qu'elle aime. Et il y a un moment, bah oui, il y a la charge mentale qui explose. Hein, voilà, donc on craque. On le dit pas parce que, comme Alix l'a dit tout à l'heure, on porte des hommes et des femmes et on se l'interdit. Et puis on fait bonne figure, je pense, pour beaucoup. Pour connaître aussi d'autres femmes, d'autres assos, on s'est rendu compte qu'en fait, quand on en discute, quand on échange, bah voilà, on se tait, on fait les fortes, et puis mais non, on n'est pas forte. En fait, on essaie d'avancer un jour après l'autre, mais c'est d'où l'intérêt d'être très très bien entouré. C'est vital, pouvoir échanger à la maison, pouvoir dire les choses quand ça ne va pas, pas rester avec des idées voilà dans la tête et ressasser tout le temps. Et puis bah ouais, savoir écouter aussi les autres, savoir entendre quand les autres nous disent ben voilà, il y a ça qui va pas et on te trouve aussi pas bien en ce moment. Est-ce que tu vas bien? Cette question, est-ce que tu vas bien, on l'a pas souvent en fait. On nous la pose jamais, ou alors vraiment les proches, hein, ceux qui savent, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est une question. Ben oui, je suis d'accord avec toi. C'est dire que pendant ces moments-là, même nous-mêmes, on s'oublie aussi. On s'oublie complètement. On pense beaucoup plus aux autres, rassurer les autres. C'est dire que recevoir ou avoir cette question-là de comment tu vas, je pense que ça, à un moment donné, on s'est dit, bon, ce que je fais, c'est normal. J'attends pas que on me dise même merci ou bien vas-y, repose-toi. Non. Déjà, comme je l'ai dit, on s'interdit de pleurer. On s'interdit même de se reposer. Les miens, ils sont là. À un moment donné, Alex va te reposer, va dormir un peu. Même quand tu essayes, les yeux, ils sont fermés, mais la tête, elle tourne, elle chauffe. Parce que tu te dis, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Qu'est-ce qui va encore se passer tout de suite, tout demain? C'est dire que les femmes dans les luttes, il y a un côté positif. C'est vrai que c'était douloureux, c'est toujours douloureux, puisque, comme je l'ai dit, on n'a pas terminé. Même de manière administrative, c'est pénible, c'est long. Mais ce que je tire de bon dans cette lutte que j'ai menée avec les miens, c'est que je me suis redécouverte. On se redécouvre en fait. On se dit, est-ce que je suis capable de faire ci ou de faire ça? Est-ce qu'on peut arriver ou je peux arriver à tel niveau de choses? Souvent, le commandement tel nous limite, surtout nous les femmes, à être celles qui restent à la maison, faire à manger, tout, la lessive, mais qu'on puisse te voir dans une grève, dans une lutte au premier plan. On se dit, ce sont des femmes, c'est pas sûr. Mais après, quand ça prend du temps, comme les nôtres, quand on est toujours là, on tient bon, et beaucoup réalisent que, en fait, les femmes, elles ont quelque chose aussi de plus. Elles ont quelque chose en particulier. Elles sont plus attentives, peut-être. Elles sont plus... bon, c'est vrai, nous sommes des femmes, on dira c'est naturel pour nous d'être maternelles, mais... moi, je dirais qu'on a ce petit truc en plus de mener de luttes longues et des luttes victorieuses. Et aussi d'être une meilleure négociatrice lors des échanges. On a ce petit truc qui emmène
je peux dire notre adversaire en face, parce que quand on est en lutte, il faut savoir que ça soit notre patron ou encore moi qui suis allé discuter avec la préfecture pour notre régularisation, en face, je me disais toujours que bien que ce soit monsieur le préfet qui soit en face de moi, je disais lui c'est pas mon ami en fait. Je suis pas venu pour rigoler. J'avais tout le temps le visage serré, j'étais tout le temps sérieuse et dire que là, je suis venue pour obtenir quelque chose. Je sortirai pas d'ici et déjà je le lui avais dit, je sortirai pas d'ici, j'irai pas dire à mes camarades que on n'attend rien, on n'aura rien. On a cette faculté, cette possibilité-là à pouvoir plier les choses. Et ça, je l'ai senti et je l'ai découvert et redécouvert pendant notre lutte. Et c'est quelque chose aujourd'hui dont j'en suis fière. Tu veux conclure, Ilona? Non, mais ouais, pour revenir sur, pour tout ce qui est les questions de genre et tout, nous on le voit beaucoup aussi, dès qu'on est face à la police et on n'est pas pris au sérieux, on est traité comme des gamines, et c'est hyper dur, au fur et à mesure d'entendre ça tout le temps, en permanence, ça rentre dans la tête. Et ce que tu disais par rapport à pleurer, ça me fait rire parce que c'est vraiment ça. Et je me rappelle qu'il y a des moments où on était en mode, on a envie de pleurer, mais juste, on n'arrive pas parce qu'on se prive de ça, on se prive de ressentir et on continue à lutter. Et des fois, on se bloque là-dessus sur le fait de ressentir tout ce qu'on vit et tout ce qu'on voit aussi. Et même, je pense aussi, par rapport aux questions de genre, aux personnes exilées et aux femmes qui vivent dans les camps et tout, c'est des endroits qui sont aussi super durs. Et il y a aussi beaucoup d'hommes, et du coup, pour les femmes, il y a aussi une question qui est très compliquée à vivre, je pense. Alors, je voudrais terminer en disant deux choses. Déjà, merci, parce que j'ai vraiment énormément appris en vous écoutant. Je trouve que c'était absolument passionnant, ce que vous avez tout développé. Et en fait, ça vient me rappeler à quel point le temps est une réalité indépassable des luttes. C'est une donnée absolument indépassable et une réalité avec laquelle il faut composer. Et en même temps, en tant que chercheur, c'est une grille de lecture qui est hyper intéressante pour appréhender les mobilisations. Voilà, c'est une grille de lecture, un prisme, quoi, pour lire les choses, le temps, qui, et en historien, évidemment, ça nous intéresse particulièrement, mais voilà, moi, évidemment, ça peut que m'émouvoir absolument de vous entendre. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je vais vous redemander de donner de l'argent à Quelle est la sociale, parce que il faut financer cet événement et il faut pouvoir tenir dans la durée sur tout ce qui est défendu, et vous remercier une nouvelle fois, remercier le public d'avoir été patient, de nous avoir écoutés. Et voilà, à plus tard du coup. Merci, merci, un peu d'applaudissements. Juste pour... Alors, oui. Non, vas-y. Parce que, en fait, Romain vient de sortir un livre. Il est là. Vas-y, Jérémy. J'allais faire la pub. C'est pas une pub, c'est vraiment sincère. On a parlé beaucoup d'émotions, il y a eu du savoir, il y a eu de l'échange d'expérience. Et je pense que ce livre-là, sincèrement, c'est ça aussi. C'est-à-dire il y a de l'émotion dans le savoir. Et là, on a beaucoup d'émotion en vous écoutant. Et donc, lisez ce livre. Lisez ce livre. Et il le dédicace. Ouais, il le dédicace. Et vous pouvez le gagner à la tombola en plus, donc participez à la tombola. Alors, on va se donner un quart d'heure, 20 minutes, un quart d'heure, un quart d'heure calaisien, c'est-à-dire 20 minutes. Et voilà, achetez la tombola. La tombola, on va faire ça normalement à la fin. Et on va avoir une table ronde de fous encore après. Voilà. Allez, vous pouvez aller à la buvette. C'est bon.